19 août 1953. La monarchie iranienne est sauvée. L'arrestation du Premier ministre, Mohammad Hidayat Mossadegh, met fin à la tentative la plus résolue de démocratisation de l'Iran. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui avait fui quelques semaines plus tôt à Rome, revient, rappelé par le fidèle général Zahedi, qui réprime sans faiblesse une gauche jetée à terre. L'ordre règne à Téhéran. L'Union soviétique, qui traverse en cette année 1953 les affres de la succession de Staline, ne veut ni ne peut sans doute faire grand-chose pour des démocrates iraniens qu'elle n'aime pas de toutes les manières. Américains et Britanniques qui soutenaient le Shah à bout de bras triomphent. Pourtant, cette victoire apparemment complète de l'Occident, l'apogée de la guerre froide, masque une fracture profonde dans l'histoire iranienne. Quelle est la situation de l'Iran en 1953 ? L'Iran traverse une longue crise de modernisation, commencée en réalité dès le début du XXe siècle. Dès 1906, une révolution pacifique impose à la dynastie des empereurs Qadjar une constitution et un parlement à l'occidental, bref flambée démocratique. 2 ans plus tard, la monarchie absolue est rétablie et s'ensuivent des années de troubles. Dans les années 20, un homme fort émerge du chaos, le général Reza Khan. Habile et courageux, c'est un admirateur en apparence des réformes laïques d'Atatürk dans la Turquie voisine. Mais ce n'est qu'une apparence. Alors que la Turquie demeurera une république jacobine jusqu'à nos jours, Reza Khan se proclame Shah d'Iran dès 1925, fondant la nouvelle dynastie des Pahlavi. Dès lors, il perd le soutien des nombreux hauts fonctionnaires et intellectuels républicains modernistes qu'il avait soutenus initialement. Mohammad Mossadegh, le gouverneur de la province centrale du Fars, est de ceux-là. Il passera les années 30, apogée de Reza Shah, en résidence surveillée dans une lointaine bourgade de l'est du pays. Mais Reza Shah joue aussi maladroitement en politique étrangère. Alors que la Turquie républicaine se méfie prioritairement de Hitler, l'Iran ouvre grand ses portes aux Allemands, qui exercent une influence prépondérante de 1938 à 1941. Dès l'entrée en guerre de l'Union soviétique, en juin 1941, Staline et Churchill décident d'un commun accord d'enlever en priorité cette épine iranienne sur leurs arrières. Le pays est occupé et divisé entre Londres et Moscou. Reza Shah, arrêté par les Anglais, doit abdiquer en faveur de son fils, Mohammad Reza. Une ère nouvelle s'ouvre alors pour l'Iran. Dans le climat antifasciste de l'époque, un parlement résultant d'élections libres se met à fonctionner, des partis politiques se créent. Mais en même temps, Anglais au sud et Soviétiques au nord s'efforcent toujours de limiter la souveraineté du pays. Pourquoi ? Depuis les années 30, le pétrole iranien dans la région méridionale du Khouzistan autour d'Abadan est contrôlé par un consortium à dominante britannique, l'Anglo-Iranian Oil Company ou AIOC, véritable État dans l'État qui fait de l'Iran utile un protectorat économique de fait de l'Empire britannique. Les profits du pétrole permettent à Londres de soudoyer une bonne part de la police, de l'armée et de l'administration, et la présence anglaise assure aussi aux grands propriétaires terriens féodaux la mise à distance d'une menace communiste, d'abord extérieure, mais de plus en plus intérieure. Car au nord du pays, en zone soviétique, Staline a peu à peu mis en place un mouvement communiste, le Toudé ou Parti des masses, dont l'influence est en 1944-45 considérable à Téhéran surtout. Mais en réalité, Staline, qui ne veut pas augmenter le poids relatif des musulmans dans l'Empire soviétique, ne souhaite pas vraiment transformer tout l'Iran en démocratie populaire. En revanche, il annexerait volontiers la région turcophone de l'Azerbaïdjan iranien à l'Azerbaïdjan nord, soviétique, et il aimerait aussi créer un embryon d'État kurde pro-communiste sur le territoire iranien pour pouvoir ensuite déstabiliser lentement les pays voisins à travers leur minorité kurde. Ainsi, pendant 12 ans, de 1941 à 1953, l'Iran va-t-il connaître une longue période d'incertitude géopolitique, mais aussi institutionnelle. Quelles sont à cette époque les forces politiques en présence? Pour le moment, il n'est pas question d'islamisme. Il existe évidemment des mollahs très conservateurs, mais ils ne sont guère écoutés. Trois grandes forces se font entendre. D'abord, les communistes. Soutenus par les soviétiques, ils recrutent chez les quelques ouvriers d'industrie les professeurs, les minorités nationales azéries et kurdes, et les enfants révoltés de l'ancienne aristocratie des Qadjars. Les monarchistes ensuite, partisans du pouvoir autoritaire du Shah,
Ils sont soutenus par les Anglais et peu à peu par les Américains qui veulent un Iran fort et anticommuniste. Et entre ces deux ambitions rivales, la troisième voie, celle de l'indépendance d'un Iran démocratique, est étroite et escarpée. C'est celle que prend Mossadegh, et bientôt la majorité de l'opinion se ralliera à son nouveau front national qu'il a créé, laïque, parlementariste et nationaliste. Ce parti devient de loin le plus puissant du pays, et ceci pour trois ordres de raisons. D'abord, si les campagnes demeurent médiévales, l'Iran est alors un pays mûr pour une véritable expérience démocratique. Le pétrole a permis la naissance de classes moyennes nouvelles qui aspirent à la réalisation du programme de la Révolution de 1906. Ensuite, le climat international est alors favorable à ce courant démocratique libéral. Le modèle pour le tiers-monde naissant, ce n'est pas encore le nationalisme autoritaire et militaire de l'Égyptien Nasser, c'est le socialisme parlementaire et pluraliste de l'Inde de Nehru, dont Mossadegh s'inspire. Enfin, grâce à l'arme du pétrole, Mossadegh parvient à rassembler la grande majorité des Iraniens derrière lui. Après 1945, la consommation mondiale de pétrole a rapidement augmenté, faisant du Moyen-Orient la clé de l'approvisionnement du monde occidental. Pour Mossadegh et les démocrates nationalistes, cette richesse en croissance doit revenir aux propriétaires du sol, les États où le pétrole est exploité. À cette époque, seul le Mexique, qui dès 1936 avait osé nationaliser ses exploitations, a pu créer ce nouveau rapport de force. Mais les peuples du Moyen-Orient y aspirent eux aussi de toute leur énergie. Dès lors, l'accélération des événements est spectaculaire. En 1951, le Front national de Mossadegh remporte la majorité aux élections. Le Shah, qui souhaite encore régner sur une monarchie parlementaire, appelle le vieil adversaire de son père à former le gouvernement. Tout de suite, Mossadegh s'attelle à son grand projet, la nationalisation de l'AIOC britannique. Londres résiste par tous les moyens, menaces de guerre, boycott économique de l'Iran. En 1952, les relations diplomatiques seront rompues avec la Grande-Bretagne, encore toute puissante au Moyen-Orient. Parallèlement, les communistes du Tudeh mobilisent et semblent parfois déborder dans la rue et les usines le gouvernement Mossadegh. La tension ne cesse de monter et le Shah, qui avait soutenu les débuts de son Premier ministre, se décide à l'abandonner. Dans un climat de pré-guerre civile, il finit officiellement, pour assurer sa sécurité, par quitter le pays pour Rome en juillet 1953 au bras de sa belle épouse Soraya. Il ne fait alors que laisser place à une armée qui lui est demeurée fidèle et aux services secrets anglais et américains qui ont soigneusement préparé un putsch militaire auquel ils savent que ni les communistes ni l'Union soviétique n'opposeront de véritable résistance. Mossadegh est arrêté et condamné à 6 ans de prison. Son ministre des Affaires étrangères, Fatemi, fusillé avec des centaines de militants communistes dont la propagande du Shah fera les responsables véritables des troubles. Mais en revanche, victoire posthume de Mossadegh, le pétrole demeurera propriété de l'État iranien. Les Occidentaux triomphent et semblent désormais à nouveau les maîtres du Moyen-Orient. Ils ont réussi à remettre le Shah sur le trône et celui-ci va devenir l'allié principal des États-Unis dans la région, constituant pour un temps un barrage efficace contre le communisme. Pourquoi Mossadegh a-t-il échoué? Mossadegh a échoué pour les mêmes raisons qui lui avaient permis de réussir initialement. L'ampleur de son succès constitue en effet un très mauvais exemple pour le tiers-monde en voie de formation. Après la nationalisation iranienne, le monde arabe à son tour a toutes les raisons de reprendre en main ses richesses. Il faut donc donner tout de suite un coup d'arrêt, pensent les Anglais. Mais pour Staline et ses successeurs, la victoire de Mossadegh n'est pas une bonne nouvelle non plus. À peine Mossadegh est-il devenu Premier ministre du Shah en 1951 que l'URSS déclenche une campagne d'éradication de la culture persane dans toute l'Asie centrale et le Caucase. Les soviétiques craignent l'influence d'un Iran démocratique. Au moment décisif, les communistes iraniens seront dissuadés par Moscou de se mobiliser derrière Mossadegh. Enfin, il y a une autre raison à l'échec, l'improvisation. Ce mouvement très agité et volontiers rhétorique manque cruellement de bons techniciens. Quand Mossadegh fait voter la nationalisation de l'AIOC et que Londres arrête l'exploitation à Abadan, l'État iranien est incapable de faire repartir la machine. Quand Londres organise en 1951-52 le blocus du pétrole iranien, le gouvernement est incapable de trouver des débouchés indépendants. Il ne peut que rompre théâtralement les relations diplomatiques avec l'Angleterre en octobre 1952. L'agitation est à son comble, mais l'efficacité ne suit pas. Mais surtout, Mossadegh avait deux ennemis, l'Union soviétique de Staline et l'Angleterre de Churchill, présente en 1953 comme elle l'était en 1941. Il avait pu au début jouer sur le patriotisme et le libéralisme du jeune Shah,
sur l'anticolonialisme des États-Unis, qui n'aimait guère la politique anglaise en Iran. L'agitation du Tudeh lui fera perdre la carte du Shah. Le rapprochement entre Churchill et le nouveau président républicain Eisenhower lui enlève son second atout américain. Dès lors, son sort est scellé. Quelles en sont les conséquences? La chute de Mossadegh met fin à une expérience démocratique de 9 ans en Iran. Elle assure aussi le déclin politique du Front National, dont on retrouvera bien les chefs dans les débuts de la révolution de Khomeini, 25 ans plus tard, mais guère en position d'influencer le cours catastrophique de la stratégie des mollahs. En refusant le dialogue avec une démocratie naissante, sans doute brouillonne, mais sincère et patriote, les Occidentaux anglo-américains ont donné à tout le Moyen-Orient le sentiment qu'ils ne comprendraient que la force. 2 ans plus tard, en 1955, Nasser nationalise le canal de Suez sans indemnité, et 20 ans plus tard, en 1973, le Shah lui-même et ses alliés arabes déclencheront le premier grand choc pétrolier. Tout cela aurait pu être évité. Mais ce n'est pas encore le plus grave. En détruisant l'espace démocratique iranien, les ennemis de Mossadegh, intérieurs et extérieurs, laissaient aussi un grand vide que l'intégrisme barbare et stupide de Khomeini n'allait pas tarder à occuper, avec les conséquences catastrophiques qu'on lui connaît. Comme le disait si bien Agatha Christie, nos péchés ont de longues ombres,